Donc, il faut que la philosophie, tout le monde y croit et que tout le monde y adhère. Que les risques que comporte cette philosophie-là, tout le monde soit prêt à les prendre. Et dans les organisations que je visite, ben, il y a un partage de philosophie. Les gens, ils y adhèrent. Deuxièmement, pour faire vivre la philosophie, ça prend du monde. Ça prend du personnel qui est à la fois formé, parce qu'on peut être maltraitant, parce qu'on manque de connaissances. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de la maladie et on met souvent des gens en présence de personnes atteintes et ils ne savent pas ce que c'est que la maladie, ils ne savent pas comment que les personnes se comportent et par manque de connaissances vont être maltraitants. Donc, bien former les équipes, ça c'est important, bien les sélectionner parce que ce n'est pas juste d'être formé, il faut être à sa place. Il y a des gens qu'on pourrait former pendant des années, et on se rend compte qu'ils ne seront pas à leur place. Même si on les forme pendant des années, ça prend un savoir-être. Dans le savoir-être qu'on cherche, c'est entre autres, je vous le dis un peu comme ça, de la souplesse. Une personne qui souffre d'Alzheimer, elle ne dira pas « dans 10 minutes, je pars ». Elle s'en va. Elle ne dira pas « finissez vos affaires, là, puis vous m'amènerez aux toilettes après ». Quand elle a besoin tout de suite. Alors, les gens qui accompagnent une personne atteinte, il faut qu'ils soient capables de souplesse pour être capables d'accueillir ces besoins-là qui sont imprévus. Les gens rigides, là, ils ont de la difficulté avec les imprévus. Tous les imprévus les agressent. Alors, eux, ils ont de la difficulté avec les personnes qui sont atteintes. Alors, c'est important de trouver des gens souples, des gens qui ont un savoir-être, capables de travailler en équipe, capables d'être polyvalents, parce que on accompagne la personne, l'infirmière chez nous, elle va s'asseoir et elle va manger avec les gens. Et si avant de faire une prise de sang, il faut qu'elle prenne un café avec pour créer un lien, pas arriver tout de suite avec son aiguille, c'est sûr que ça ne marchera pas, mais créer un lien de confiance, après, ça va marcher. Alors ça prend des gens qui acceptent de laisser tomber la blouse, de laisser tomber ces symboles-là, puis de dire « j'embarque dans l'équipe et je fais preuve de souplesse ». Il y a un auteur américain qui avait dit au président des États-Unis, qui avait dit, pas Obama, mais l'autre avant, je me souviens plus de son nom, il avait dit, le président il avait dit « ça coûte cher l'éducation ». Puis là, le monsieur lui avait dit « Monsieur le Président, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance pour voir comment ça coûte. » Moi, j'ai envie de rajouter aussi, si vous trouvez qu'on n'a pas le temps de sélectionner notre personnel, la sélection, les bonnes personnes, si on n'a pas le temps et qu'on engage au pif comme ça vient parce qu'on est dans l'urgence, qu'on se trouve après avec du personnel qui n'est pas à sa place, si vous trouvez que la sélection coûte cher, essayez post-sélection, comment ça va vous coûter cher, en temps, en négociation, en plainte, en gestion. Ça vaut la peine de prendre son temps pour sélectionner le bon monde et ensuite bien les accompagner, ça c'est certain. Donc, deuxième principe, il ne faut pas négliger nos équipes, il faut soigner ceux qui soignent, c'est notre haute technologie. Dans notre domaine, c'est pas vrai que c'est des gadgets. C'est important l'architecture, qu'elle vienne soutenir notre approche, mais la haute technologie dans notre domaine, c'est les humains. C'est ça qui est notre haute technologie. Ensuite, l'autre point que je vous dirais qui est très important, il y en a plusieurs, mais je vais regarder les principaux. Il faut ensuite de ça avoir une organisation qui est souple. Si je dis à mon monde, soyez humains, mais que je leur donne 10 minutes pour faire manger 6 personnes, bien, ça se peut qu'il y ait de la misère à être humain, si je les mets dans un système qui est inhumain. Et là, c'est là qu'il faut que l'organisation soit souple, les horaires de travail, les heures de lever, de coucher, il faut que j'appuie ce que je dis par une organisation. Ça prend des gens solides à la gestion pour bâtir une organisation qui respecte cette approche. Ensuite, ça prend une philosophie de gestion. La philosophie de gestion qui est cohérente avec notre philosophie d'accompagnement. Si je dis à mon personnel, soyez respectueux, puis que moi, comme directrice, je manque de respect, bien, c'est pas sûr qu'ils vont donner du respect aux familles, aux personnes. Si je leur dis, traitez pas les gens comme des numéros, puis j'affiche ça, moi, ici, les gens ne sont pas traités comme des numéros, mais que je les traite comme des pions interchangeables, puis que ils se sentent traités comme des numéros, bien, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est sûr que la direction est importante. On a vu des établissements tourner
le vent tournait de bord complètement dans certains établissements quand des directeurs sont arrivés ou des directrices qui sont arrivés et qui ont changé complètement la direction, les deux mains sur le volant, et ils ont dit « embarquez-vous en voiture », ils sont partis, puis ils tenaient les deux mains bien solides sur le volant. Parfois, j'ai vu des établissements où les directeurs sont partis, et puis tranquillement, l'approche s'est détériorée parce qu'on n'a pas tenu le fort, avec aussi, évidemment, le conseil d'administration. Donc, une philosophie de gestion, et aussi, un partenariat solide avec les familles. Il faut qu'on ne peut pas accueillir une personne seule, on accueille aussi sa famille et il faut être en partenariat. On a besoin des familles pour connaître la personne, pour connaître son histoire, pour nous aider aussi, puis faire équipe avec eux. Alors, pour nous, ça a été fondamental d'avoir le partenariat avec les familles continuel. Il n'y a pas de décision qu'on prend de décision importante sans en parler avec la famille. On a tellement de belles solutions qui viennent des familles quand on fait équipe avec elles. Tout ça fait en sorte, évidemment, on regarde le film, puis souvent on est porté à dire « mais les gens, ils sont moins atteints chez vous ». C'est pas vrai. Si vous passez les tests habituels, vous allez voir qu'ils sont plus atteints que des gens parfois en unité en centre d'hébergement. D'ailleurs, il y a une étude au Québec qui a mesuré le niveau d'atteinte des résidents, puis on pensait qu'ils étaient moins atteints pour pouvoir fonctionner dans la cuisine, pour pouvoir aller dans les escaliers et tout. Ils se sont rendus compte, à leur grande surprise, c'est des chercheurs de Sherbrooke, ils ont dit « mais ils sont plus atteints qu'on le pensait ». Au niveau cognitif, mais ils font tellement des choses qu'ils sont habitués de faire. La mémoire procédurale, vous savez, la mémoire des gestes automatiques, se laver, manger, s'habiller, on favorise cette mémoire-là le plus possible et les gens continuent d'être autonomes, puis on est étonné de voir qu'ils fonctionnent bien. Il y a moins d'agressivité aussi, c'est sûr, dans un milieu qui est souple. Quelles sont les causes de l'agressivité chez les gens qui sont atteints d'Alzheimer? Bien, c'est les mêmes causes que pour nous. Les mêmes causes. Et pour les comprendre, on s'est dit, nous, qu'est-ce qui nous rend agressifs parfois? Je vous défile rapidement. Le sentiment d'être envahi dans son territoire. Chez tout être humain, on peut devenir agressif parce qu'on se sent envahi dans notre territoire. Regardez, les guerres dans le monde, c'est souvent des disputes de frontières. Tu ne piles pas sa ligne du pays de l'autre parce que, pouf, ça tire. Il y a de l'agressivité qu'on reçoit. Les disputes de voisins. Il y a eu un envahissement par le bruit, par les odeurs, par la voiture qu'on a mal stationnée, et puis là, le voisin n'est pas content. Quand on a des voisins en haut qui font du bruit, quand on se sent envahi comme ça dans notre territoire, ça se peut qu'on ait envie simplement de défendre notre territoire. L'agressivité, c'est pas mal, c'est pas un mal. Si on n'en avait pas, on se ferait, comme on dit, bouffer. L'enfant à l'école qui n'a pas un peu d'agressivité, ça devient vite le souffle-douleur. Alors c'est positif de l'agressivité, puis il ne faut pas avoir le réflexe de dire « éteignez l'agressivité, arrête, il faut qu'elle arrête ». Il faut plutôt se dire « quel est le message qu'il y a derrière ». Et parfois, on a envahi la personne, on est rentré trop vite dans sa chambre, on est rentré trop vite dans sa bulle, on lui a trop touché, alors qu'elle n'aime pas ça, être touchée. C'est pas vrai que tout le monde aime être touché. Parfois, oui, aime être touché, mais avec une approche. Alors, il y a souvent une réaction d'agressivité parce qu'on a envahi les gens. Deuxièmement, on a atteint l'estime de soi, je vous en ai parlé tantôt. Ça en est une cause importante de l'agressivité. Donc, favorisons les approches positives. Imaginez-vous le nombre de fois qu'on dit à des gens « non, faites pas ça, non, allez pas là, non, c'est pas à vous, non, c'est pas votre chambre ». Il y a plein de mots qu'elle ne comprend pas, mais le non, là, elle comprend. Puis à un moment donné, elle peut dire « fichez-moi la paix, je ne sais jamais bien ce que je fais ». On pourrait dire, au lieu de dire « non, elle n'est pas là », on pourrait dire « venez par ici ». On développe des façons de faire. Au lieu d'analyser tout ce que la personne fait mal ou d'analyser les problèmes, on analyse les solutions. On analyse quand c'est un peu moins difficile. Par exemple, la question d'exception. Quand on est en équipe, on se dit au lieu de gratter puis de développer le problème, comme on est des spécialistes des problèmes, on est formés pour trouver les problèmes, mais au lieu de creuser les problèmes, on s'est dit plutôt, OK, il y en a un problème, mais qu'est-ce qui se passe quand ça va bien? Ça va pas mal 24 heures par jour. Il y a une nuit aussi. Comment ça se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe quand c'est moins pire? Quand ça va un peu mieux? Puis parfois, là, par la question d'exception, là,
la question de qu'est-ce qui se passe quand ça marche bien, bien, on trouve des pistes de solutions. Et souvent, c'est par ces pistes-là qu'on a développé finalement un nombre incalculable de solutions aux difficultés qu'on rencontrait. Alors, ça aide à diminuer l'agressivité. Ensuite, les inconforts. Une personne qui n'est pas confortable, qui n'est pas capable de dire, par exemple, elle est allée aux toilettes, puis elle a fait une selle, elle a remonté son pantalon, puis elle est partie, puis elle a oublié de s'essuyer. Mais elle a peut-être oublié de s'essuyer, mais elle sait ce qu'elle ressent. Elle sait que ça fait, vous savez ce que ça fait quand on va aux toilettes, puis qu'on ne s'essuie pas, ça peut piquer, ça gratte, hein? Puis elle n'est pas capable de le dire, elle peut devenir agitée, elle peut venir de mauvaise humeur. Moi, je dis que dans les établissements, il y a beaucoup de ce qu'on appelle agitation pathologique qui vient du fait qu'on n'est pas soulagé au niveau du rectum, par exemple. Puis souvent, je dis, vous savez, des mangeaisons rectales, ça ne se soigne pas avec du risperdal. Du risperdal, c'est un calmant. Mais ça, c'est les soignants qui peuvent le savoir et qui doivent aller aider la personne à être soulagée de ce côté-là. Donc, et d'où l'importance aussi des médecins qui viennent soutenir l'accompagnement de l'équipe. On a des médecins qui adhèrent à cette approche puis qui nous posent des questions à savoir est-ce qu'on a vraiment tout essayé avant de tomber dans les pièges classiques de la médication puis parfois des contentions qui ont des conséquences bien souvent plus graves que les résultats qu'on cherche. Alors, je pourrais vous en parler longtemps, mais j'ai le goût aussi de conclure et peut-être après, s'il y a des périodes de questions, peut-être qu'on pourra échanger davantage ensemble, mais je vous dirais que ce sont les grands principes de l'approche de Carpe Diem. Il y en a une maison Carpe Diem au Québec. On n'a pas réussi à en développer d'autres. Les autres milieux, les autres territoires qui ont essayé d'ouvrir des maisons se sont fait aussi refuser. Par contre, le gouvernement nous a choisi comme approche pour être diffusé dans les autres milieux partout au Québec. L'approche, le gouvernement accepte qu'on la diffuse. Par contre, il n'y a pas d'autres maisons au Québec que Carpe Diem. Souvent, les gens me disent, est-ce qu'en France, il y a des maisons comme Carpe Diem? Malheureusement, encore aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de maison comme Carpe Diem. Puis quand on y pense, c'est assez incroyable qu'on aille sur la Lune, qu'on développe des hautes technologies, qu'on trouve plein de solutions dans plein de domaines, puis qu'on ne soit pas capable de trouver au niveau politique un moyen pour donner aux gens simplement ce qu'ils demandent, continuer à vivre le plus longtemps possible comme ils ont vécu, dans le plus proche possible de la vraie vie. Alors, il n'y en a pas une maison encore en France. J'espère qu'il y en aura une bientôt. Ça serait intéressant qu'il y en ait une. Il y a des besoins et ça pourrait faire école et ça pourrait être un projet pilote. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai le goût, en ce moment, de passer la parole à deux personnes qui ont un projet à vous présenter. Deux personnes que j'estime beaucoup avec leur équipe. Je vous présente Blandine Prévost et Xavier Prévost, qui sont accompagnés de leur équipe. Et je les connais et je vous ai parlé des principes. Je suis assez fière et si fière d'être associée à leur projet, c'est parce que justement, ils se sont arrêtés et ils ont dit, on a un projet, on a une philosophie et on veut que ça marche, on veut que ça tienne. Et c'est pour ça que je vous les présente et que je vais faire tout ce qui est en mon possible pour les aider dans leur projet qui me tient énormément à cœur. Merci beaucoup d'être là ce soir.